On va commencer donc. Merci à tous d'être venus à notre session et plus généralement aux journées SQL Server. C'est gentil d'avoir choisi la nôtre. Donc on va parler de quoi aujourd'hui avec Thomas? On va parler des design patterns en SSIS. C'est une session qu'on aurait pu sous-titrer même Best Practice. Et même généralement ce qu'on ne voudrait pas revoir, ce qu'on aimerait bien voir chez nos clients en fait, de manière plus générale. Une petite passe sur la slide sponsor, donc on voudrait les remercier. N'hésitez pas à passer au stand qui sont dehors. Ce n'est pas un message commercial, les JSS sans eux ça ne pourrait pas avoir lieu. Donc c'est bien de prendre un peu de temps pour y passer. Surtout que ça fait 3 ans que l'événement dure et on espère réitérer l'opération à chaque fois. Tout à fait, il y a d'ailleurs dans le lot des sponsors qui nous soutiennent depuis ces 3 années. Une petite présentation des speakers pour continuer la page de pub. Donc Thomas, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Thomas Rigbourg, donc je suis consultant décisionnel depuis bientôt 4 ans et je travaille pour Infinity Square, donc une société de services spécialisée dans les technos Microsoft. Donc on fait du dev principalement sur Windows 8, Windows Phone et pas mal d'autres choses à côté, mais aussi un peu de SharePoint et de la BI. Donc j'ai un petit blog qui s'appelle BIP and Smile, qui traite de la BI sur les technos Microsoft, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, même si en ce moment un peu moins à jour. Et moi c'est David Joubert, donc architecte décisionnel chez Itecor, qui est une société de services plutôt spécialisée dans le test et la performance. Donc comme Thomas, j'ai un petit blog que j'essaye d'alimenter aussi régulièrement, même si c'est difficile. Et vous pouvez me suivre également sur Twitter, @DJHuber. L'agenda de la session, donc on fera une petite introduction rapide pour rappeler le contexte et notamment de SSIS. On expliquera pourquoi on choisit de faire des design patterns. Pour ça, on aura besoin de voir les points forts et les points faibles de SSIS et après on ira plus dans le détail avec quelques cas d'usage sur différents composants SSIS. Donc l'intro, on va revenir sur une petite chronologie de l'outil ETL en fait, chez Microsoft. Donc, avec SQL Server 7, on a eu l'apparition de DTS, Data Transformation Services, qui était d'ailleurs plutôt un ELT. On extrayait, on chargeait et ensuite on transformait les données. Donc à partir de SQL Server 2005, ils se sont dit qu'il était tellement performant, DTS, qu'ils ont refait entièrement le moteur et ils nous ont sorti SQL Server Integration Services pour faire plaisir à Thomas, donc SSIS, le bien nommé. À partir de cette version, on a eu quelques releases. Donc on a eu 2 releases mineures en 2008 et 2008 R2. C'est surtout l'ajout de composants ou l'ajout de connexions. Une grosse release, une release majeure en 2012, où là, ils ont surtout modifié tout ce qui était administration, déploiement, gestion des packages. Et a priori, sur SQL Server 2014, de ce qu'on a vu dans les CTP, ce sera une release mineure avec de l'ajout de composants encore une fois. Pour l'instant, c'est sur les CTP, donc ça peut encore évoluer. Pourquoi cette session? Donc, pourquoi il faut sauver le soldat SSIS de manière générale? Donc aujourd'hui, c'est vrai que dans la roadmap ou même dans les sessions qu'il y a eu, on a surtout vu du Power BI, donc de la BI self-service où l'utilisateur va directement charger ses données lui-même. Mais c'est vrai que si vous voulez alimenter un data warehouse, si vous voulez batcher des traitements de nuit, des choses comme ça, aller plus loin que de la simple importation de données, car SSIS ne fait pas que de la transformation de données, on a aussi des tâches de file system, des tâches de maintenance de base de données, choses comme ça. Et si notamment aussi vous avez une volumétrie très importante, SSIS reste votre principal allié. Donc, il faut savoir aussi qu'SSIS, c'est aussi la seule solution qui permet d'industrialiser en fait une solution d'intégration de données. Tout à fait. Industrialiser vos données avec du Excel, avec Power BI, ça va être pour l'instant, du moins, ça va être très difficile. Donc Thomas va vous dire pourquoi maintenant pourquoi faire des design patterns. Je laisse la parole. On va rentrer petit à petit dans le sujet d'aujourd'hui. Donc pourquoi le design pattern? Donc déjà, la traduction en français pourrait être modèle de conception ou patron de conception. Il faut savoir que ce terme, on l'utilise souvent en fait dans le langage de programmation orientée objet. Donc comment l'appliquer à SSIS? Donc on va vous montrer quelques petites techniques là-dessus. Donc qu'est-ce qu'un design pattern? Globalement, c'est des modèles de conception qui vont répondre à certaines problématiques et souvent récurrentes en fait. Par exemple, comment charger correctement un fichier, comment superviser mes logs, comment je vais gérer l'archivage, comment je vais gérer mes updates, etc. etc. Donc plusieurs cas de figure dans lesquels on va vous présenter dans les démos.
Donc pourquoi on les met en place? Déjà, on vous a dit tout à l'heure en introduction que ça ressemblait à c'est très lié aux best practices. Et qui dit best practice dit un peu optimisation et rationalisation des développements. Donc ça nous permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus conventionnel, un peu plus universel, commun à ceux qui travaillent avec une certaine méthodologie. Et globalement, le but principal, c'est d'avoir un gain de performance sur vos traitements et un gage de qualité sur le développement. Quand, comment et où on va utiliser SSIS, on va mettre en place des design patterns, tout simplement, globalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va utiliser dans SSDT, donc notre outil de développement, les bons composants, les agencer correctement pour répondre à des problématiques. Donc on verra dans des cas de démo comment on va gérer les observes, comment va-t-on gérer l'insertion de fichiers en intégration services. Ouais, la session par contre est plus basée sur du data flow, hein, mais elle mériterait peut-être une version 2 de la session l'année prochaine ou un SQL Saturday sur tout ce qui va être administration ou log plus précisément, mais là ça va être beaucoup data flow hein, au sein de cette session. Alors un joli dessin que Thomas nous a fait. Oui, tout ça pourquoi? C'est que je voulais mettre en place une petite illustration en fait de qu'est-ce qu'un design pattern et qu'est-ce qui n'est pas design pattern. Un exemple tout simple, si je vous demande de dessiner un visage ou un smiley dans Paint, donc vous allez lancer Paint, vous allez prendre votre petit pinceau et vous allez commencer à dessiner. Donc très bien, ça fait le résultat escompté. Donc on peut à peu près voir qu'on a un smiley à l'écran. Mais par contre, si je vous dis qu'il existe des design patterns qui sont connus et qui sont disponibles dans Paint et sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire votre dessin, on va arriver à un résultat un peu plus sexy. Qui est celui-là? Donc voilà. Donc je vous ai tout simplement dit, voilà, il y a des design patterns basés sur la forme ronde. Donc il y a des formes rondes dans Paint. Si vous les utilisez correctement, si vous les placez correctement, on arrive au même résultat que le dessin précédent, mais sous une forme un peu plus conventionnelle. Donc là, ce qui est beau, c'est que l'outil reste le même. Hein. Tu as utilisé Paint, par contre, tu as utilisé les bons composants au bon endroit. C'est ça. On m'a dit qu'il y a certaines formes que je peux utiliser, donc j'ai appliqué ces formes pour former mon dessin. Et bien c'est un peu pareil dans SSIS. Donc globalement, David, si je me tourne vers toi, qu'est-ce que tu vois? Donc là, c'est pour ceux qui connaissent un peu SSIS, à gauche, vous avez votre control flow, donc votre premier niveau de traitement de données, et puis un détail sur un data flow quelconque. Voilà, donc là, j'ai un enchaînement de data flow. J'ai l'impression que c'est du chargement de data warehouse. À droite, ça me semble ressembler à de l'Obsert, du SCD, du SCD1. C'est à peu près ça. C'est ce qu'on peut distinguer lorsqu'on ouvre souvent des packages chez des clients. Donc on peut voir ces petits amas de rectangles imbriqués. Et on peut détecter rien au visuel ce qui se passe. Donc effectivement, c'est un chargement de données qui n'a pas l'air d'être parallélisé. Et puis on a une gestion de données de mise à jour à droite avec, oui, ça fait peut-être le travail, mais c'est peut-être pas conventionnel et pas très bien designé. Si on met en place des design patterns, on arrive déjà sur une forme un peu plus cohérente et directement on peut s'apercevoir, David. J'étais dans le vrai, il me semble. Donc on a à peu près la même chose qu'avant, mais un peu plus carré, c'est ça? Plus normalisé. Plus normalisé, effectivement. Donc si on replace côté gauche, donc côté control flow, donc ce que vous avez sur votre feuille, sur votre surface de travail, on a déjà, au lieu d'avoir des DFT, donc des data flow tasks, on a des EPT, donc des execute package tasks. Donc on a cette notion de design pattern, package parent et package enfant. Donc c'est un design pattern à mettre en place. On a la gestion des logs avec la sortie d'erreur qui va gérer des historiques de logs. On a de la parallélisation. Et puis à droite, on a un truc qu'on voit souvent, en fait, comment on gère tout simplement l'intégration de données dans une dimension avec la gestion des changements, si c'est un update simple, si c'est un insert, etc. Donc, voilà l'expérience d'un design pattern lorsqu'on les met en place dans SSIS. Parler de design pattern, c'est très bien. Connaître tous les design patterns par cœur, c'est très bien, mais ça dépend de plusieurs paramètres. Le premier paramètre restera principalement l'outil. Donc, bien évidemment, on sera toujours limité à l'outil, mais aussi, il faut le comprendre, savoir comment il fonctionne. Deuxième paramètre, vous avez vos données et la volumétrie. Donc, certains design patterns vont très bien fonctionner avec des volumétries faibles, mais arrivé à un certain stade, vous allez avoir quelques limites et avoir des problèmes de performance. En parlant de performance,
qu'est-ce qui va maintenir notre solution, enfin, qu'est-ce qui va apporter notre solution, c'est l'infrastructure. Donc, bien évidemment, connaître sur quoi on travaille en termes de serveurs. C'est assez lié aussi, données et volumétrie, c'est lié à infrastructure et performance, c'est bien, mettre ça va la avec. bonne machine au bon endroit. Et des machines notamment bien sizées, demander de charger 1 Tera de données avec un dual core et 1 giga de RAM, souvent… Ça va être compliqué. Surtout que si vous avez surtout des environnements différents avec des serveurs qui sont sizés différemment, mais certains design patterns vont très bien fonctionner peut-être en prod, mais en dev, vous aurez moins de marge de manœuvre. Et bien évidemment, un dernier critère qu'on oublie souvent, c'est ce qu'on a appelé les compétences et les ressources. Donc, c'est les gens qui vont mettre en place tout ça, donc qui vont utiliser tout ça. Oui, prenez des développeurs BI et pas des développeurs .NET par exemple pour faire de la BI ou des choses comme ça. Mettre les bonnes compétences au bon endroit. C'est ça. Je pense que c'est quelque Donc chose. Donc, on a tous nos points forts et nos faiblesses, que ce soit en SQL et en SSIS. Donc, il y a un débat historique sur du full SSIS ou du full SQL. Il faut trouver un bon compromis. Et dans le cadre de cette session, on va vous montrer quelques petites choses là-dessus. Donc, comme disait Thomas, il faut bien connaître son outil. Donc, bien connaître son outil, en ce qui nous concerne, c'est bien connaître SSIS. Pourquoi? Pour pouvoir optimiser nos packages. Donc là, on a essayé de référencer un petit peu les points forts et les points faibles de SSIS, alors sachant que c'est pas exhaustif, que c'est peut-être un peu partisan, hein, vu qu'on est plutôt utilisateur de SSIS avec Thomas. Et donc, dans les points forts, on peut dire que l'outil est plutôt complet aujourd'hui, hein, il n'y a pas de grand manque dans l'ETL de Microsoft, qu'il a une forte maintenabilité. Alors ça, c'est le gros avantage qu'il a par rapport à une solution full SQL, hein, où quand on ouvre un package, ça reste assez lisible, qu'on peut voir dedans, vu que c'est graphique. Et d'ailleurs, ça découle du dernier point qui est la bonne ergonomie de l'outil. Hein. C'est un des gros points forts hein, de la suite Microsoft. Et aussi surtout en version 2012. Tout à fait. Et aussi, son gros avantage, c'est le travail en mémoire, notamment en ce qui concerne, par exemple, les lookups ou les tris, quand on est dans des volumétries raisonnables, entre guillemets. C'est son gros avantage par rapport au SQL. Dans ses points faibles, on peut noter que oui, parfois, par contre, il est moins performant que du SQL pur. Qu'au niveau de gestion des scénarios, et donc tout ce qui va être vos tests, pour l'instant, c'est quelque chose d'assez embryonnaire dans SSIS. Et la gestion des métadonnées qui est figée. Donc si vous voulez générer du package ou choses comme ça, des modifications à la volée, c'est quelque chose qui est encore assez pénible et assez contraignant. Un peu contraignant, on va dire, pour l'instant. Avec SSIS, tout à fait. Quand on rebondit là-dessus, donc il faut connaître l'outil, on veut voir ses points forts, ses points faibles. Ça nécessite de connaître le caractère asynchrone ou synchrone des composants. Donc ici, on a mis une petite liste hein, de composants qui n'est pas exhaustive non plus. Dans les slides, il y a un lien internet qui renvoie sur un post de Jamie Thompson, je crois. Dans Klein, je crois. Je ne sais plus, mais qui liste tous les composants avec s'ils sont asynchrones ou synchrones. Donc asynchrone ou synchrone, c'est relativement simple. En fait, un synchrone va travailler ligne à ligne et ne va pas générer un nouveau buffer en sortie du composant. Le asynchrone va générer un nouveau buffer. Donc qui dit nouveau buffer, ni nouvelle affectation de données, ou choses comme ça, enfin dit quelque chose de plus lent. Alors par contre, pourquoi on a asynchrone et synchrone, qui sont que 2 cas et on a 3 cas dans le tableau? C'est qu'en fait, donc le synchrone, c'est le full non bloquant, donc c'est les 5 premiers ici qui nous concernent. Les semi-bloquants et les bloquants, eux, sont du asynchrone, mais le semi-bloquant, en fait, est du asynchrone qui peut commencer à générer le buffer de sortie avant d'avoir fini de lire la source entière. Donc c'est ce qu'on constate lorsqu'on utilise un merge ou un merge join. On voit bien qu'il ne va pas bloquer l'opération pour pouvoir délivrer l'output. Tout à fait, c'est justement ce qu'on ne voit pas quand on utilise à l'inverse du tree ou de l'aggregate. Et c'est justement à ça qu'on va s'intéresser dans une première démo. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser SSIS ou le moteur SQL quand il s'agit de faire du tree, de l'aggregate? Alors pivot, on ne le fera pas, mais c'est le même fonctionnement. Et pour ça, on va passer une petite démo, donc rapide. Hein, c'est pas très évolué, celle-là, on va dire, qui est juste… T'as perdu ta connexion? Ah, il n'a pas aimé de sortir de PowerPoint. Autant pour moi. Voilà. Donc là, j'ouvre un package qui s'appelle TreeSQL.
où donc j'ai une requête en fait, qui fait directement l'order by. Alors j'écris dans un fichier texte, hein, c'est juste pour avoir un intérêt de trier les données. Si je lance ce petit package, il va falloir que tu meubles Thomas pendant une petite minute, je crois, parce que c'est le temps qu'il met à s'exécuter. Oui. Donc oui, là, donc, première démo avec le sort en full SQL, on a combien de lignes à peu près déjà? Attends, j'essaye de faire un peu de place, histoire qu'on voit quelque chose. Donc, on a 20 millions de lignes, grosso modo. Donc, pour revenir sur ces fameux composants bloquants, c'est un peu ce qu'on appelle le bottleneck en fait, dans certains data flows. Donc plus vous en mettez, plus vous aurez de l'attente tout au long de votre data flow. Là, c'est ce qu'on veut montrer en fait ici. Donc, ce qui prend du temps, ça va être la lecture de la requête dans le moteur SQL. Et dès qu'il commence à renvoyer des données, voilà, on n'a plus de choses bloquantes dans notre package. Donc, il va directement écrire dans le fichier. C'est relativement rapide, hein. On est déjà à 15 millions de lignes. Combien déjà? 15 millions, 16 millions. Okay. Il y en a 19, 20 millions. C'est juste pour aller au bout. De toute façon, je ne sais même pas si la démo va être fonctionnelle. Car il y a un petit, enfin pas un souci, mais il y a un fonctionnement du tri SSIS qui est spécial. Donc là, on a mis 56 secondes sur du full SQL. Donc si on passe en SSIS, donc ici c'est la même requête dans laquelle, excusez-moi, j'ai enlevé le order by, et en fait j'ai gardé le sort, j'ai mis un sort dans mon package. Si je l'exécute, alors ici il y a deux possibilités, et je ne le saurais pas sans regarder le gestionnaire de tâches. On a deux possibilités en fait, c'est soit tout se fait en RAM, et dans ce cas-là le tri va être quand même relativement rapide, et donc on va être dans les mêmes ordres de grandeur, du moins pour l'exemple, on est sur un tri sur un entier, donc c'est pas non plus très consommateur. Voilà, là il peut fonctionner en RAM, donc on a juste eu le caractère bloquant du sort, où on a attendu que les 20 millions de lignes soient arrivées dans le composant sort avant de passer à l'insertion dans le fichier. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il n'y a plus de RAM, il va swapper, et là on est dans des performances qui vont être juste pas possibles, multipliées par un facteur non mesuré, mais qui n'est pas juste 1,5. Donc une petite démo toute simple, mais pour vous illustrer un cas qu'on retrouve souvent lorsqu'on va mettre par exemple un merge join, donc qui est en fait une sorte de jointure. On voit souvent ce composant sort qui est utilisé et qui va bloquer en fait l'entrée de vos données. Voilà, là en RAM, juste un peu revenir. Là, comme il a fonctionné en RAM, on est dans les mêmes ordres d'idées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de la chance que ça passe en RAM. Je ne fais pas la démo sur les aggregates, c'est le même fonctionnement, sauf qu'en aggregate, vous allez sûrement plus facilement ne plus être en RAM, vu que les sorties de votre requête, c'est énormément moins de lignes que ce que vous avez en entrée, vu que vous allez agréger. Et donc, avec SSIS, vous allez, si vous avez une table de 20 millions qui agrégée passe à 5 millions, vous allez quand même lire les 20 millions de lignes avec SSIS en passant par le composant aggregate. D'où encore une perte de performance. Donc, tu parlais des merge joins, c'est une très bonne remarque parce que c'est vrai que pour utiliser les merge joins, il faut des données triées. Donc, il y a une petite astuce, hein, tout simple pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est que dans SSIS, vous pouvez spécifier que les données sont déjà triées. On va dans l'éditeur avancé en fait, d'une extraction LDB. Et ici, on a un petit paramètre, une propriété qui s'appelle étrier, qu'on passe à vrai. Et on a juste à spécifier nos clés de tri ensuite dans les sorties. À passer ce sort key position à 1, 2 et 3 pour les X clés sur lesquelles ce serait trié. Donc ce qu'il faut retenir de manière générale, c'est que tout ce qui est tri, group by, et même jointure intra-base, on va dire, il vaut mieux passer en SQL. Ce sera un gain de temps, de manière générale. On va enchaîner sur quelque chose d'un petit peu plus sympa, qui est la parallélisation. Et je vais rendre la parole à Thomas. Donc la parallélisation ou parallélisme, pour ceux qui préfèrent ce terme, c'est tout bêtement en fait faire des traitements parallèles. Et ça se passe sur 3 niveaux. Donc on a au niveau package, si on utilise un package master qui utilise execute package task. On a au niveau control flow, donc le premier niveau de traitement, où là on va placer nos data flow tasks de manière non linkée, enfin non liée, pour pouvoir profiter de la parallélisation et éviter
de les relier entre eux. Donc c'est une pratique qu'on voit souvent parce que apparemment c'est naturel, dès qu'on voit des choses séparées, on les relie, vu qu'il y a le petit logo flèche en plus, qui nous invite à faire ça. Et puis on a aussi de la parallélisation au niveau data flow. Donc lorsque vous allez rentrer au niveau d'un flux de données, vous allez pouvoir paralléliser les composants, donc les tâches. C'est déjà une des premières pistes pour avoir de l'efficacité sur votre temps de traitement. Donc c'est vraiment, si vous avez des problèmes d'intégration de données qui durent trop longtemps, pensez déjà à ça. Est-ce que j'ai bien parallélisé mes flux de données? Oui, parce que je rebondis, hein, chez nos clients, on peut voir, oui, comme disait Thomas, souvent des flux qui s'enchaînent. Vous avez, je sais pas, 3 flux qui s'enchaînent et qui mettent un quart d'heure au total et 5 minutes chacun. S'ils n'ont aucune raison d'être reliés entre eux, vous allez passer de 15 minutes de traitement à 5 minutes de traitement en considérant qu'ils sont bien indépendants entre eux. Hein. Si le serveur ne soit pas, ce qui est rarement le cas, à plat quand SSIS s'exécute. Effectivement, c'est toute une logique d'intégration de données, enfin de placement de composants. Et il n'y a pas de secret. Hein. Il faut le mettre en place, il faut le lancer, il faut le tester, il faut le mesurer. C'est pas bon, on modifie, on rechange le parallélisme et on relance. Il n'y a pas de secret là-dessus. Il n'y a pas d'assistant pour nous permettre de gérer ça. Comment va-t-on mettre en place le parallélisme dans SSIS? Donc on a deux propriétés principales qui est le Max Concurrent Executables et l'Engine Threads. Donc c'est deux propriétés qu'on va utiliser. Et un conseil qu'on vous donne, c'est diviser vraiment vos traitements par portion, enfin faites des bouts d'opération. Diviser pour mieux régner. C'est ça. La devise bien connue. Vous aurez plus de flexibilité sur le parallélisme par la suite. Donc une petite démo rapide, si on peut switcher sur mon... Ah, c'est fait. Ok. Donc tout simplement, il y a le Max Concurrent Executables qui est une propriété qui était à -1 lorsqu'on regarde au niveau package. Donc je clique sur le blanc derrière. Et puis j'ai, désolé parce qu'on ne voit pas très bien, j'ai ici la propriété et par défaut elle est à -1. À -1, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il va se baser sur un calcul qui est le nombre de processeurs physico-logiques en fonction de votre environnement, plus 2. Donc, ayant 4 processeurs physiques hyper-threadés, donc je suis à 8 logiques. Donc, globalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va à 8 plus 2, il va m'exécuter 10 data flow tasks. Le compte est bon. Donc là, dans le cadre de la démo, je suis malin, j'ai mis 12, c'est ça? Donc, on verra uniquement 10 d'exécuter, donc je vais le lancer. Ça va mettre un peu de temps parce que j'ai un petit problème de démarrage d'exécution de package. Il faut être attentif après. Hein. Ouais, il faut être attentif parce qu'on ne voit pas très bien visuellement. Alors, on voit bien que le 8 et le 9 n'est pas exécuté. Donc, il y a tout un art de savoir, enfin, on ne sait pas trop comment SSIS récupère les composants dans un séquence conteneur. Il les prend au hasard. Donc, on aurait tendance à penser qu'il aurait pris les 10 premiers. Non, il n'a pas pris le 8 ni le 9. Donc bien évidemment, si je modifie cette propriété, hop, à 2 par exemple, donc tout bêtement, on va voir qu'il va exécuter 2 par 2. Et effectivement, si par exemple dans le cadre de la première démo, s'il exécute 10 composants en même temps, si un des 10 composants a terminé, il va directement enchaîner sur les composants qui sont en attente, enfin qui sont libres d'exécution. Donc voilà, on voit bien que ça fonctionne 2 par 2. Donc ça va durer un petit peu de temps, donc je préfère la couper, mais voilà, il va toujours fonctionner par paire. Donc jouez sur ce paramétrage et jouez aussi sur la disposition de vos data flows. On a l'Engine Threads, j'avais prévu une démo là-dessus, mais je n'ai pas pu la mettre en place. Pourquoi? Tout simplement, c'est qu'à partir de la version 2008, cette propriété qui est équivalente à celle-là, donc on donne un nombre et puis c'est à lui de... Et au niveau dataflow? Mais au niveau dataflow, donc si je me mets sur un dataflow ici, et que... Là on était au niveau control flow, en fait, Engine Thread c'est la même chose mais quand on est à l'intérieur d'un dataflow. Il s'appelle comment? Engine Thread, voilà, donc par défaut il est à 10 je crois, ouais c'est bien ça. Ça dépend aussi des versions. Ça dépend des versions là, d'SQL et tout ça. 10, mais à partir de la version 2008, vous avez beau changer ce nombre, il ne va rien faire. Parce qu'en fait, il y a une sorte d'auto-calcul de SSIS qui va fixer lui-même le nombre de threads. Donc c'est dans la doc de Microsoft, c'est devenu une propriété en termes de suggestion SSIS. Donc on va lui dire,
utilise à peu près 10 threads, mais à toi de voir. Si tu Mais veux faire plus, voilà, voilà. il ne veut pas nous écouter en fait. Voilà, donc j'ai préparé une démo avec 40 flux de données, enfin 40 composants dans un data flow, et non, il exécute les 40 en même. Mais par contre, ça marche très bien. On a fait le test sur une VM avec SQL Server 2005 et c'est quelque chose qui est paramétrable sur SQL Server 2005 et qui est fonctionnel. Donc voilà pour ce qui est de la parallélisation. Tout simple, mais si c'est bien fait, vous allez gagner beaucoup en performance et en temps de traitement. Donc là, on a parlé de la parallélisation, c'est les packages de manière globale. On va passer maintenant à un petit peu plus dans le cœur du sujet et dans les data flows. Et notamment, une des problématiques qui revient assez régulièrement en BI, qui est le chargement de fichiers plats, même ici, enfin du CSV. Et alors ici, plus que la performance, c'est plutôt toute la gestion des erreurs, des types, l'archivage, les fichiers multiples, qu'est-ce qui doit se passer si j'ai un fichier qui n'est pas bon, qui va nous intéresser. Parce que la performance, on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que le moteur par défaut propose. Et donc, on va regarder un petit package. Je vais ressortir, je pense, voilà. Non, il a gardé. C'est bon, il a compris que c'est que je faisais échappe, il n'avait pas besoin de... Donc j'ai un package de chargement de fichiers que je vais exécuter. On regardera ensuite ce qui s'est passé. Donc là, il boucle. À un moment, on a vu même passer une petite flèche rouge si vous avez été attentif. Donc qu'est-ce que j'ai chargé comme fichier? Donc c'est très simple. C'est 5 fichiers texte, alors qui sont en fait des données libres de la ville de Rennes. Alors comme je les ai utilisés, je crois que je suis obligé de mentionner d'où ils viennent, qui sont en fait des fréquentations de leur bibliothèque dont je ne sais plus le nom. Donc dans mes fichiers, qu'est-ce que j'ai? Rien de bien sorcier. Du type de lecteur et en fait des mois en colonne avec le nombre de personnes qui sont passées dedans, qui sont passées dans la bibliothèque. Ce que j'ai fait pour rendre le test un peu plus amusant, c'est que j'ai un fichier que je ne retrouverai pas, mais qu'on va retrouver après, qui a des données qui sont mal typées, et j'ai un fichier qui a carrément n'importe quoi en fait. Ouais. On voit souvent des trucs comme ça aussi. Ça peut arriver, Hélas. Un chargement FTP qui se passe mal ou qui n'est pas en binaire. Et donc j'ai une table en fait, ici, qui me dit tu peux fermer le bas aussi, je pense. Ouais, tout à fait. Qui me dit en fait quels fichiers ont été chargés. Alors j'ai les noms à rallonge parce que j'ai pris le répertoire qui va avec. Leur statut et le nombre de lignes qui était en succès, le nombre de lignes en erreur. Donc là on voit bien que mon 2010, il n'a pas été chargé, donc il est en statut non OK. Et j'ai mon fichier qui avait un mauvais typage sur une ligne qui lui est en partiel. Derrière, j'ai logué aussi tout ce qui était date de début et date de fin d'exécution, ce qu'on ne pense pas forcément à faire. Et donc, on va regarder comment c'est fait dans notre petit package rapidement. Donc, j'ai un for each. Pourquoi j'ai un for each? Ça me permet d'exécuter plusieurs packages qui sont dans le répertoire, mais ça permet aussi de ne pas faire planter le package s'il n'y a pas de fichier. Et ça me permet également, s'il y a un fichier qui est en erreur, de continuer l'exécution et de continuer le chargement des fichiers suivants. J'ai une première tâche SQL qui, elle, me permet juste de mettre à jour ma table, je peux l'ouvrir, ma table SQL qui log les fichiers. J'ai le chargement en lui-même. Donc j'ai le chargement avec une source fichier qui est configurée en fait avec du typage qui est uniquement texte, histoire de pouvoir récupérer l'ensemble des données sans problème, même si elles ne sont pas bien typées. Et derrière, j'ai une tâche de data conversion qui, elle, va faire cette conversion effective des données et les mettre dans un flux d'erreurs si elles ne sont pas bonnes. C'est pourquoi c'est simple, c'est juste histoire de récupérer la ligne entière et de manière propre dans la sortie d'erreur. Car vous savez, si vous utilisez la sortie d'erreur de SSIS, vous allez avoir juste 3 colonnes avec un erreur code, un erreur colonne, Ouais. et la ligne qui va être dans une seule colonne, donc pas trop exploitable. Ici, elle reste exploitable. Et on voit d'ailleurs que le typage qui était mauvais, c'était au mois d'août, là, où j'ai mis des caractères alors qu'il s'attendait à avoir un entier. L'autre chose intéressante dans ce package, n'est-ce pas Thomas?
C'est l'archivage, donc l'archivage du file system où c'est paramétré en fait et on peut, si je retourne sur mon disque, j'ai ici un répertoire d'archives qui contient en fait mes fichiers archivés. Alors le 10 n'a pas été transféré car je ne l'ai pas configuré sur mon event handler d'erreur, qui est donc configuré ici. C'est ça, donc tu nous parlais tout à l'heure d'une propriété qui nous permettrait de charger malgré Tout à l'échec. fait. Voilà. Ici, en fait, je suis sur mon event handler en erreur, donc sur le chargement effectif des données. Donc là, mon SQL task, c'est celui qui rajoute la ligne dans mon fichier de log en disant que le chargement ne s'est pas fait et qu'on est en NOK. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir continuer le chargement malgré l'erreur d'un fichier. Et en fait, vous avez ici, à ce niveau, une petite variable, alors qu'il y a une variable système donc, qui est cachée, qui s'appelle propagate, tout à fait, qu'il faut mettre à false, qui va dire que l'erreur ne va pas être transmise aux composants parents, donc ici au for each. Donc ça serait bête de bloquer tout un process pour un seul fichier. Tout à fait. Voilà, je pense ce qu'on pouvait dire sur les chargements de fichiers plats. Hein. Donc on voit que le package, bon, il n'y a pas vraiment de choses qui vont améliorer la performance, mais ce package, il est propre, il est fonctionnel, il fait ce qu'on lui demande. On a une table de log derrière des fichiers. A priori, les données vont bien être typées dans ma table que je vais vouloir utiliser derrière. Il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter dans l'immédiat. Là, on est fin prêt pour monitorer correctement nos petits fichiers envoyés et à intégrer. Un autre concept important, et c'est Thomas qui va prendre le relais, donc en BI. Alors, un autre concept important, donc le SCD, le Solid Changing Dimension, ou en français, dans SSIS, dimension à variation lente. Voilà, Hein, donc, belle traduction. optez pour la version anglaise. Donc là, un concept de base en business intelligence, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est la version comment gérer un peu la mise à jour. Donc il y a deux types de mise à jour, donc deux types de SCD, 1 et 2. Donc si on se limite, voilà, les si on deux se bases, limite sur les deux les plus connus les et plus utilisés. courants. Ouais. Alors, il y en a une ribambelle. Ils sont à 6 ou 7, je crois. Là. Voilà. Donc le 1, c'est tout simplement un update. Donc on fait une mise à jour, donc on va updater l'ancienne ligne. Et le 2, tout simplement, c'est on va updater le statut de l'ancienne ligne pour lui dire que c'est une vieille ligne, on va dire, un ancien record. Et on va insérer la nouvelle valeur. On va historiser. Voilà, c'est de l'historisation, tout simplement. Donc en démonstration, au passage, on a des composants disponibles auparavant, en 2008, avec le fameux composant SCD de Kimball. Mais j'ai eu du mal à le voir. Alors il est devenu payant en fait en 2012, donc on ne l'a pas acheté pour la démo. Voilà. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a, alors il n'y a pas que celui-là, en plus il y a une série de composants. À vous d'aller jouer avec. De manière générale, ils sont plutôt performants, donc il n'y a pas de raison de ne pas aller jouer avec. Et je te laisse faire une démo. Ouais, tu peux me switcher. Donc tout bêtement, pour créer du SCD, donc je suis dans un Dataflow, donc je vais utiliser le composant out of the box de SSIS, donc c'est le Slowly Changing Dimension, ils ont mis ça où? Ah, ils ont mis ça ici. Donc comment ça fonctionne? C'est lorsque je vais mettre ce composant et le lancer, il va me lancer un petit assistant qui va me demander de choisir la table de destination, donc là je vais prendre 10 employés. Il va me demander de trouver ce qu'on appelle une business key ou une alternate key, donc une clé de substitution. Donc je vais prendre quelque chose qui est très très commun dans la base AdventureWorks, qui est l'équivalent du numéro de... Les alternatives keys de AdventureWorks. C'est ça, donc c'est une business key, donc le national ID. Je fais Next. Et dans ce panneau, je suis capable de configurer le comportement de ma mise à jour. Donc j'ai des fixed attributes, c'est-à-dire que c'est des colonnes qui vont pas changer dans le temps. Donc par exemple, la date de naissance, tout simplement. J'ai par la suite l'équivalent du changing attribute, donc du SCD1 en fait, un update classique. Donc je vais mettre par exemple le numéro de téléphone ou quelque chose, son numéro de téléphone. Et en troisième, donc ce qui est historical attribute, donc tout ce qui va être historisé. Donc là, par exemple, je vais mettre son marital status. Donc on va historiser le fait qu'une personne se marie ou pas. Pourquoi pas? Ça me paraît bien. Next.
Donc là, il me propose de créer un fail si le composant fixe change. Donc voilà. Donc on a deux fonctionnalités pour gérer du SCD2, qui est soit basé sur un statut, donc statut courant ou ancien statut, en choisissant correctement le champ. Mais j'ai opté pour l'option numéro 2, qui est en fait des dates de validation. Donc on va directement utiliser. Tu as opté parce que c'était ce qu'il y avait dans AdventureWorks, non? J'ai opté. D'habitude, je fais une combinaison des deux. Je mets une date de validation puis un statut pour pouvoir le faire moi-même. Et puis, il va nous mettre une variable, donc l'équivalent d'un getDate en variable système. Donc voilà. Je vais terminer l'assistant. Donc tout simplement, ce qu'il va faire, donc après avoir configuré, il va nous créer en fait toute l'architecture du flux comme il doit être. Donc, hop, on va le rendre plus petit. Donc ce composant, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va créer différentes pattes dans lesquelles on va pouvoir gérer tout ce qui va être gestion d'historique va passer ici. Et ce qu'on verra, c'est qu'on a une petite requête ici donc, qui va nous mettre à jour, que je ne dis pas de bêtises, qui va nous mettre à jour l'ancien record et l'insérer par la suite. Tout ce qui est nouveau record va passer dans tout ce qui est new output, donc va passer dans l'insert destination. Et bien évidemment, tout ce qui est changing, tout ce qui est update classique vont passer directement au niveau d'un OLEDB. Moi, ce que j'entends par contre sur le SCD, c'est qu'il n'est pas particulièrement performant, Thomas. C'est vrai. Est-ce que tu as des petites pistes d'amélioration? Ouais. Première astuce déjà, la première fois, lorsqu'on exécute l'assistant, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous met un OLEDB destination. Sauf que par défaut, il le met en classique, et pas en fast load. Donc déjà, on peut gagner du temps comme ça. D'accord. Voilà. Et deuxième, au niveau de la connexion que vous allez utiliser, on a cette valeur ici qui est retemsame connection, qui dit à SSIS en fait de garder en fait la connexion ouverte. Donc on a pas mal de OLEDB commandes qui vont s'exécuter. Au lieu d'ouvrir la connexion, d'exécuter la requête et de se déconnecter, on va laisser ouvert et puis toutes les requêtes vont passer en même temps. Donc c'est des petites pistes d'optimisation. Je vous conseille aussi de regarder un peu sur Internet, il y a pas mal d'études d'analyse de cas entre le composant de base de SSIS, le composant de Kimball, du scripting, parce qu'on est capable de faire du scripting là-dessus, et des solutions en full SQL. Donc je vous invite à regarder leur temps de performance. C'est ce qu'on va regarder d'ailleurs un petit peu derrière en se concentrant sur le SCD1, donc le cas de l'Upsert. Ouais. Juste une chose à rajouter sur les composants tiers, aussi un des gros défauts du SCD, c'est si vous devez modifier un des éléments en dessous, ça question. Vous ne pouvez pas modifier du SCD. C'est ça. Vous ne pouvez plus revenir sur le composant une fois qu'il est généré. Ouais, alors que les éditeurs tiers ont tendance à permettre cette fonctionnalité, donc ça peut être intéressant d'aller piocher chez eux. Donc voilà ce qui est pour du SCD. On va continuer. Alors, donc sur le SCD1 qui est donc le cas particulier de l'Upsert et non historisé. Donc ici, ce qui se passe, c'est on a une nouvelle clé, soit on a des nouvelles clés, on les insère. Si c'est les clés existantes qui arrivent, on met à jour les données. Pour ça, on va regarder trois possibilités. Alors il y en a même plus. Mais plus particulièrement donc, le double lookup avec une insertion et un OLEDB commande, un double lookup avec insertion vers une table temporaire pour pouvoir passer un update global ensuite, et même du script SQL, du full SQL en fait, avec la commande merge. Donc là, après, avec du script SQL, on sera dans quelque chose quand même de moins maintenable que du SSIS. Donc pour ça, on a trois petits packages. Sur de l'Upsert. Alors, le contexte de la démo, si on a une table client, une dimension client qui fait 1 million de lignes, et on a donc la staging, une staging client qui arrive avec 600 000 lignes, dont 200 000 à insérer, 400 000 qui match, dont 200 000 réels à updater en fait, donc où il y a eu des changements d'attributs. Donc là, tu vas nous parler du double lookup, c'est ça? Tout à fait. Alors je vais
initialiser ma table, Ça fait un peu figure de gymnastique, double un lookup double avant. Axel piqué. C'est ça. Donc là, je réinitialise ma table, ma dimension client en fait. Si je me connecte et que je l'exécute réellement. Ce qui est relativement rapide. Tout est dans le relativement. On ne voit pas ton écran. C'est vrai. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est bien. Bah, je sais pas, attends. C'est dès que tu sors du plein écran, en fait. Non, Ça j'ai perd le focus. il est passé en dupliqué en fait. Voilà. Ouais. Donc là, j'ai réinitialisé ma dimension client. De toute façon, ce n'était pas vraiment intéressant. Et donc, j'ai mon package d'Upserve, donc en double lookup standard au départ. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je lis les tables, les lignes de ma staging. J'ai un lookup sur ma dimension. Donc, lookup sur quoi? Sur ma clé business. Tout bêtement. Si ça ne matche pas, alors je dois insérer effectivement les lignes dans ma dimension client. Si ça match, je vérifie avec un matching sur l'ensemble des attributs s'il y a eu un changement. Et là, ça me permet justement de définir, si on reprend le STD de Microsoft, ce qui va être changing attribute ou fixed attribute. S'il est fixe, il suffit de ne pas le mapper en fait. Et derrière, j'ai un update en OLEDB commande. Donc si j'exécute ce package, on va être sur des temps d'exécution de l'ordre de la minute, il me semble. On voit que ce qui est bloquant, tout bêtement, c'est OLEDB commande. Hein. Pourquoi? Parce que c'est du ligne à ligne, donc on va avoir les 200 000 updates qui doivent passer. Sachant qu'ici, il est quand même bien indexé, donc c'est relativement rapide. C'est pas souvent. Ça reste quand même une solution très performante pour faire sur de la petite volumétrie, c'est tout à fait envisageable. Et sur de la volumétrie même encore plus petite, on pourrait même se permettre d'enlever le deuxième lookup et tout passer en update. Hein. Enfin, le seul inconvénient qu'on pourrait voir dans ce design pattern, c'est le fait d'utiliser deux fois le lookup sur la même table. Du coup, on a... Alors, sachant que le premier lookup récupère que la clé business, donc il va être assez léger, parce que Thomas a raison, en fait, le lookup fonctionne exclusivement en RAM, du moins dans sa configuration full cache. Et il vaut mieux l'utiliser en full cache parce que c'est là où il est vraiment performant. Ouais. Mais par contre, dès que la RAM n'est plus disponible, ça swap pas, ça plante en fait. Donc c'est l'avantage voilà, et l'inconvénient du lookup. Donc ici, voilà, il s'est exécuté. On est à 48 secondes. Je réinitialise et je tente. Enfin, je tente pas, j'exécute un double lookup, mais avec un passage. Ici, dans une table, alors temporaire, c'est un peu usurpé parce que ce n'est pas une vraie table temporaire au sens SQL, mais dans une table qui va me collecter les codes, les BK updatés en fait, avec derrière une instruction SQL qui lui fera l'update réel des lignes qui m'intéressent. Donc une phase de staging et puis une mise à jour en masse en fait. C'est ça. C'est justement pour zapper le contexte ligne à ligne du OLEDB commande et avoir un update en bloc au final. Et donc ici, voilà, il a déjà rempli les deux tables. Il est sur l'update. Voilà, là, on est passé de 50 secondes à 10 secondes d'exécution. Donc c'est quand même quelque chose de beaucoup plus performant. Et donc la dernière façon de faire qui est elle du full SQL, qui va s'appliquer dans le cas justement où je n'ai pas assez de RAM pour faire fonctionner mes lookups, par exemple. C'est vraiment la roue de secours, on va dire. Et c'est rare ça, on a toujours la RAM qu'il nous faut. Alors ça peut être justement aussi un prétexte pour aller réclamer de la RAM à sa DSI, de faire planter ses packages sur des lookups. Et ici, c'est l'instruction merge, donc qui correspond exactement à un upsert. Donc il n'y a rien de sorcier, vous définissez une source, vous définissez une cible, la clé sur laquelle ça doit matcher, et après vous définissez les instructions dans le cas où ça matche et dans le cas où ça ne matche pas. Et là, dans notre exemple, on va être, alors je crois qu'on est sensiblement équivalent à ce qu'on a avec du double lookup avec table temporaire.
Donc, ce qui est dommage avec cette instruction merge dans un On execute est task. peut-être même un petit peu plus rapide. Ouais, on a été À un peu 8 plus. secondes. Excuse-moi de t'avoir coupé. Le dommage, c'est qu'on perd en fait toute la possibilité d'avoir toute la valeur ajoutée des SSIS sur tout ce qui est en fait Là, on suivi est des voilà, ouais, traitements. là, au niveau et, maintenabilité, on a perdu énormément. Hein. On est sur du SQL. Enfin, c'est même dommage de l'encapsuler dans un package SSIS, autant faire une procédure stockée dans ces cas-là. voilà. Mais bon, c'est vraiment, c'est la roue de secours dans le cas où notre design pattern double lookup table temporaire ne fonctionne pas. Donc voilà, il y a d'autres possibilités, hein, notamment je pense, là j'ai fait du double lookup, mais il y en a qui fonctionnent avec du merge join. Alors j'ai pas refait des tests récemment, mais sur du 2005, donc ça remonte. Le merge join c'était du même ordre de grandeur du double lookup je crois. Donc Ok. après, à savoir qu'il faut trier les données avant, donc c'est pas forcément, ça peut être une perte de temps de devoir faire ces tris. Et pour info aussi, pour ceux qui sont intéressés à mettre du merge un peu partout, c'est uniquement disponible depuis SQL Server 2008. Hein. Tout à Si fait. vous n'essayez oui, pas de faire ça avec du exactement. 2005, l'instruction n'existe pas. Exactement. On était sur les lookups, tu vas Ah, rebondir. Je vais rebondir sur un type de lookup qu'on voit de temps en temps. C'est rare, mais ça arrive. C'est le range lookup. C'est tout simplement une sorte de lookup, mais basé sur une θ jointure dans lequel on va spécifier un intervalle de temps, enfin voilà, une période dans laquelle on veut récupérer nos informations. Donc il y a plusieurs possibilités, et je vais vous montrer par la suite. Donc on a la possibilité en utilisant le lookup de base. Donc vous allez voir qu'il y a un petit bricolage à faire pour pouvoir mettre ça en place. On a une solution basée avec du conditional split. Donc, et on peut faire du scripting, sauf que vous n'aurez pas la démo aujourd'hui parce que On n'est pas développeur de C#. .NET. Et possibilité aussi de penser à une solution SQL, mais toujours en roue de secours. Alors savoir que c'est quelque chose qu'on attend quand même, régulièrement depuis la sortie d'SQL Server 2005. Alors c'est juste la possibilité quand vous définissez un mapping dans un lookup de spécifier autre chose que égal en fait. C'est pouvoir mettre inférieur ou pouvoir mettre supérieur, donc ce qui ne semble pas exceptionnel non plus, Ouais. mais qui n'est pas là depuis les 5-6 versions de SSIS. On est le copier-coller, donc C'est vrai. voilà, attendra la prochaine version. Donc voilà, donc, je suis sur mon package avec mes différents cas d'exemple. Donc on va les parcourir à la suite. Donc ce que j'appelle la solution out of the box, c'est le composant lookup. Hop, désolé, je clique trop vite. Donc la solution lookup, là, comment ça marche? Donc déjà, si vous avez une date de référence à utiliser, vous êtes obligé de passer par un derived colon dans lequel vous allez dupliquer l'information. Vous allez voir pourquoi par la suite. Donc j'ai ma date de référence, c'est la date que je vais utiliser. Et je dois utiliser cette date de référence, elle doit être comprise entre deux dates. Donc comment je fais ça dans un lookup? Déjà d'une contrainte, enfin on peut appeler ça une contrainte, on est obligé de passer en partial cache. Donc là déjà tu perds pas mal de performance. Voilà. Donc je suis obligé de passer en partial cache. Ma connexion, je me plug sur la table que je cible. Et ce que je vais faire, je vais mapper tout simplement mon ID et surtout les deux dates de référence que j'ai créées. Je vais les placer sur la borne moins et la borne plus, enfin le start date et le end date de l'intervalle que je recherche. Et puis je vais passer en avancé. Donc on a un petit panneau avancé. Vous avez cette petite option qu'il faudra cocher pour pouvoir l'utiliser. Et vous allez pouvoir avoir la main sur en fait, la requête générée par le composant lookup. Donc tout simplement, rajouter la condition et les conditions d'infériorité et de supériorité par rapport à la date. Donc on a en place des petits points d'interrogation pour pouvoir mapper avec le bouton parameter sur les dates de référence. Donc c'est la solution de base qu'on a Tout à fait. dans le lookup. Ça marche. Est-ce que c'est performant? Moyen, on va dire. C'est toujours pareil, sur des petites volumétries, ce sera performant. Mais on a quand même d'autres solutions. Donc si on se débrouille un peu en SSIS, on est capable de se dire ok, le lookup c'est bien, mais on est un peu limité et j'ai pas envie non plus de faire ça. Donc je vais faire directement de la logique ETL pure, donc en utilisant .tâche. Donc j'ai ma source de données. Là, j'étais obligé de simuler la date de référence.
Donc là, une seule date, pas deux dates. Donc je ne suis pas obligé de dupliquer mon information. Je fais mon lookup classique sur la clé que je recherche, tout simplement. Je récupère les deux dates, la start date et la end date pour créer mon intervalle. À partir de là, tout simplement, ce que je vais mettre, c'est un conditional split dans lequel où je vais créer une validation qui est basée sur en fait, la condition que j'avais dans mon lookup tout à l'heure, mais dans un conditional split, donc avec ce type de vérification. Donc ça, j'imagine, c'est intéressant si on n'a pas beaucoup de dates entre la valeur de début et la valeur de fin, en fait. Oui. D'accord. C'est ça c'est le critère limitant, en fait. Oui, c'est le critère limitant. Et puis, je peux continuer mon traitement comme ça. Donc, voici la deuxième moyen de le faire. Donc, il y a un troisième moyen de le faire, tout simplement. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait là. C'est, ça reste tendancieux, on va dire, comme exemple, mais on va le présenter. Si vous avez la possibilité directement, en fait, d'utiliser vos tables de staging en faisant un join directement sur votre table de recherche, enfin, que ce soit dans le DataWare ou une autre table de staging qui possède l'information. Donc, vous êtes capable directement de faire votre condition en SQL. Voilà, on retombe aussi dans les problématiques de tout à l'heure où c'est encore du code SQL. Au niveau maintenabilité, où ça reste moyen. Voilà. Et en termes de solutions, Bon, par contre, rapatrier les données d'un DataWare dans une staging pour pouvoir les jointurer pour continuer le traitement, c'est un peu. Ouais, ça veut dire, c'est votre infrastructure, c'est qu'elle est plutôt monoserveur déjà. Ouais. Voilà, il y a des problématiques, des contraintes à prendre en considération. Donc voilà pour ce qui est du range lookup. Je pense que je pourrais continuer. Non, tu peux switcher. Non. Ah, attends, on est où? Attends, oui. Attends, pas sinon, je peux continuer, j'ai le slide. bien sûr. Ok. Et un petit design pattern qui va peut-être vous sauver la vie avant de partir. Donc, on est dans les temps. On est pas mal. Dernière astuce avant de partir, c'est le null substitution. Donc c'est vraiment un point sur lequel je vais insister parce que ça peut sauver. On voit souvent ce cas, voire trop souvent ce cas chez nos clients. Donc tout simplement, c'est lorsque vous allez utiliser un lookup. Donc on va chercher un ID pour récupérer. On va récupérer. Depuis une business key, on va récupérer son ID et on va gérer le cas où on n'a pas d'ID. Donc le plus souvent, vous allez voir dans la démo, il y a un design pattern qui est mis en place et il faudra l'éviter. Donc le but de tout ça, c'est de configurer le lookup correctement pour pouvoir remplacer directement les valeurs nulles, donc les ID qui n'ont pas été trouvés, par une valeur inconnue, par une clé inconnue. Donc ça passe par quoi? Par une bonne configuration du lookup. Et on verra ça dans la démo. Hop. C'est bon? C'est bon. Donc là, tu nous as fait ce qu'on voit souvent, j'imagine, chez nos clients. Ouais, on voit souvent ce design pattern en fait. Bon, je vais essayer de le mettre correctement. Hop. Ça, je peux baisser. Non, c'est bon. C'est bon? Ah, on voit bien? Ok. Donc ce qu'on voit, c'est que je récupère de la donnée depuis mon staging. Bon, je fais mes conversions. Je vais d'abord vérifier le nom ou voilà, j'ai mis le nom par exemple. Donc je vais chercher le nom. Je me connecte, je configure correctement mon lookup, etc. Et dans mon lookup, ce que j'ai oublié de montrer, c'est ici, on a différentes options. Donc on a une option qui nous dit rediriger les rows en cas de non-match. Donc ce que ça fait, c'est que j'ai deux sorties, donc ceux qui vont matcher. Donc là j'ai trouvé l'ID, ici j'ai pas trouvé l'ID. Et vu que j'ai pas trouvé l'ID, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un ID inconnu. Donc une des pratiques. Le -1. Voilà, donc typiquement on utilise souvent le -1. Donc voilà, donc je vais placer sur -1 sur ce record et je vais continuer mon traitement. Sauf que pour continuer mon traitement dans mes différents lookups, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un union all. On avait dit quoi sur le union all? Il était semi-bloquant. Donc on va perdre un peu de temps, mais c'est pas grave, j'ai d'autres lookups. Alors on a notre lookup sur le département. Je vais faire la même chose. Je vais chercher l'ID de mon département, je ne le trouve pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer le membre inconnu, je vais le mettre -1.
Et je vais continuer comme ça. Donc sur des grosses tables de faits, on voit souvent ce cas où on aura autant on aura autant de cas de pattern lookup. que de clés, clés à chercher. étrangères en fait. C'est ça. Donc, ça marche, mais vous allez perdre peut-être beaucoup de temps, surtout sur des grosses volumétries. Ce que je vous propose, c'est une solution sur laquelle on va essayer d'optimiser tout ça. Donc, je récupère mes données concrètement, je vérifie ma première clé, tout simplement, mais voilà, j'ai du mal avec mes clics là, je vais trop vite. Mais je vais configurer mon lookup en ayant failure. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il ne va pas planter, il ne va rien faire, tout simplement. Donc, s'il ne va pas trouver mon ID, il va mettre nul, tout simplement. Et je vais continuer mon traitement. Donc, j'ai cherché mon premier champ et mon premier ID, je vais faire la même chose pour le département. Je vais chercher le département ID et je vais faire pareil. C'est-à-dire que je vais configurer en ayant failure. Donc, bien évidemment, il faudra faire la même chose sur tout le long des lookups qui vont vérifier vos ID. Et uniquement à la fin, ce que je vais faire, tu mets un replace nul. C'est ça. Donc, c'est une nouvelle fonction sur SQL Server 2012. Sachant que vous pouvez, faire sur autrement. 2008 R2, Voilà. le faire autrement. Voilà. Donc, directement faire un replace nul du code en mettant -1. Donc, tout simplement, vous allez gagner un peu de temps sur tout ce qui est vérification de vos ID. Vous n'avez pas de substitutions qui vont bloquer avec les union all. Oui, puis c'est surtout, on ne recrée pas, donc on s'évite tous les union all qui recréent à chaque fois un buffer, qui dit création de buffer, dit reallocation de mémoire ou de CPU ou choses comme ça. Là, on n'en a pas du tout en fait. On est sur une suite de composants synchrones finalement, parce Voilà. que même le colonne dérivé est synchrone. Donc c'est la petite astuce à pas cher, on va dire. Voilà, à emporter. C'est ça, emballer c'est peser. Celle-là, elle vaut le coup. Et donc on va switcher sur mon poste et arriver en fait à la conclusion de cette session. Donc là on a vu un certain nombre de design patterns. Alors on n'est pas exhaustif, hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Là on a été plutôt, c'est ce qu'on disait en début, sur les data flows. On pourrait se concentrer sur tout ce qui est administration, tout ce qui est log. Mais enfin voilà, le sujet est vaste. Bon, est vaste, et puis pourquoi pas une prochaine version de cette Voilà, présentation si ça vous un peu a plu, plus n'hésitez poussée. pas à le peut-être dire, sur on peut faire une version 2 un peu plus poussée ou chose comme ça. Ce qu'on veut dire aussi, c'est que voilà, les design patterns, ce n'est pas que performance, hein. Comme on a vu le cas des fichiers plats, c'est aussi des bonnes pratiques de développement, des choses propres, des choses fonctionnelles, pas nécessairement plus rapides que quelqu'un qui va faire moche. Après, un des problèmes aujourd'hui, on va dire, de SSIS, c'est tout ce qui est génération de package ou tout ce qui est automatisation de développement ou choses comme ça. Là, c'est du copier-coller concrètement. C'est bien ça. Donc la technique qu'on fait souvent, c'est qu'on fait une sorte de template de design pattern qu'on va réutiliser en modifiant les connexions, voilà. les noms de table et tout ça. Voilà, c'est ça. On se crée ces deux packages template de master, de chargement de données qu'on réutilise. Mais par contre, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'assister à la session qui parlait de BML. Et je pense que cet outil, demain, nous permettra de générer beaucoup plus facilement des packages ou des morceaux de packages. Hein, donc je vous invite à aller voir sur le petit lien qu'on a mis dans la conclusion. Je pense qu'il y a des trucs sympas à venir avec ce langage. Si vous voulez aller plus loin, il y a l'excellent livre hein, sur lequel on s'est basé en plus, hein, sans donner de secret, de Matt Mason entre autres, hein, donc qui s'appelle SSIS Design Pattern. Bon, il est un peu costaud par contre à lire. Hein, donc, il commence brutalement aussi sur tout ce qui est supervision et logging voilà. Au niveau des solutions BI. Il faut s'accrocher un tout petit peu au début, mais voilà, c'est aller piocher dedans, on ne le lisait pas forcément de la première à la dernière page, piocher les infos qui vous intéressent. Les questions, vous nous les poserez à la pause, je pense. Et merci à vous d'être venus, encore une fois. Merci.